Comment manager l'incongru? C'est-à-dire comment manager quelque chose ou quelqu'un qui paraît déplacé, inopportun, saugrenu. L'incongru nous gêne, nous perturbe, car il remet en cause nos certitudes et l'ordre établi. Pourtant, l'incongru nous interpelle, car on comprend en y étant confronté que notre perception de la réalité n'est qu'une perception, qu'il existe d'autres manières de voir la réalité, de vivre et de se conformer, que les règles que nous pensions fixes ne le sont pas et que d'autres possibles s'ouvrent à nous. En situation de crise, la confrontation à l'incongru est encore plus vive. Elle peut être vécue de façon très violente. La réaction que suscite cette confrontation à l'incongru est très bien représentée dans l'univers Kaamelott par la relation entre Arthur et Merlin. Merlin détonne et dénote au sein du château, et au fil du récit, on découvre comment, peu à peu, Arthur apprend à manager l'incongru personnifié par Merlin. Bonjour à tous, je suis Aurélie du Désert et vous écoutez Manager Génération Kaamelott. Dans cet épisode, nous poursuivons l'exploration des points de vigilance à avoir en tête en situation de crise au travers de l'analyse de la relation entre Arthur et Merlin tout au long du récit. Les origines de Merlin dans l'univers Kaamelott sont assez floues. Fils d'un démon et d'une terrestre, il aurait au début du récit environ 900 ans. C'est lui qui accompagne Arthur à l'âge de 4 ans pour retirer l'épée du rocher. Il sera encore là pour accompagner Arthur vers la terre de Bretagne quand celui-ci se souviendra de ses origines. Enfantin dans ses réactions envers le roi, Merlin a pourtant un profond attachement à Arthur. Il le soigne et le guérit. Cet attachement sera réciproque tout au long du récit. Mais pourtant, une incompréhension profonde régnera entre les deux personnages pendant l'essentiel de l'histoire. En effet, Merlin, dans l'univers Kaamelott, est avant tout un druide. C'est-à-dire qu'il s'épanouit dans sa relation à la nature, dans une culture de l'oralité, de l'informel et de l'intuition. Arthur, intuitivement, sent que les compétences et qualités de Merlin sont importantes et nécessaires pour le royaume et l'action collective qu'il a à mener, à savoir la quête du Graal. Pourtant, il ne sait pas comment faire pour intégrer cet individu décalé et éloigné des autres, à la fois par ses perceptions, ses horizons et son comportement. On pourrait dire que Merlin n'est pas sur le même plan que les autres membres du collectif. Alors comment intégrer cet individu et ses compétences sans perturber l'ordre collectif? Arthur va dans un premier temps agir en cherchant à faire rentrer Merlin dans la norme sociale du château. Il le nomme enchanteur du royaume avec pour mission de le seconder avec ses pouvoirs magiques. Ce faisant, il nie la singularité de Merlin et son identité. Il cherche à réduire au maximum l'incongruité pour qu'elle soit tolérable par le collectif. Sauf qu'en agissant ainsi, il enferme peu à peu Merlin dans une identité qui n'est pas la sienne et qui annihile ses compétences et capacités. Merlin a des aptitudes pour la relation à la nature, nous l'avons dit, mais aussi au monde de l'invisible et à des situations inaccessibles au commun des mortels. Pourtant, Arthur veut le réduire à un rôle instrumental, utile immédiatement, performant à court terme pour sa quête du Graal. Par affection, et peut-être aussi un peu par paresse, Merlin accepte cette position. Toutefois,
Il est vite l'objet de critiques, de colibés, car il ne parvient pas à répondre aux exigences du roi. Aussi, pour tâcher de l'accompagner à mieux rentrer dans le rang d'une certaine manière, Arthur choisit de le faire travailler en binôme avec un autre enchanteur nommé Élias de Kéléwic. Élias doit agir comme un coach pour Merlin, mais peu à peu il prend sa place. À coup d'humiliation, il souligne son décalage et son incapacité à développer des vraies compétences d'enchanteur. À bout, et malgré toute l'affection presque paternelle qu'il porte à Arthur, Merlin quitte le château. Il veut revenir à son être même, à sa singularité de druide. Après son départ, Arthur découvre le vide laissé par Merlin et découvre à quel point il n'a pas su manager ce qu'il représentait. Merlin, lui, de fil en aiguille, rejoint le clan des semi-croustillants mené par Perceval et Caradoc. Ce duo à l'alliance fondée sur l'invention et aussi un peu décalé lui permet de se développer sans trop s'attacher. Il fait ce qu'il a à faire pour s'épanouir dans ses compétences de druide et trouve un espace de socialisation avec ce duo improbable. Caradoc et Perceval ont beau lui attribuer le statut d'enchanteur de leur clan, on sent que Merlin n'y croit pas et n'y prête guère attention. Il fait ses petites affaires. Et lorsqu'Arthur revient en terre de Bretagne, malgré toutes les critiques de Caradoc et de Perceval, Merlin a cartographié les galeries creusées par la Résistance, délivre ainsi Arthur et met son savoir-faire et ses compétences au service de la quête du Graal et de la Résistance pour libérer le royaume du joug de Lancelot. À ce moment-là, Arthur semble avoir compris que Merlin est pertinent et particulièrement utile pour la quête du Graal, s'il reste dans ses compétences et dans sa singularité. Arthur ne cherche plus à tout prix à le faire rentrer dans une case de normalité ou d'efficacité. Il le prend comme il est et s'appuie sur lui pour s'ouvrir à d'autres possibles dans un contexte changeant et mouvant de permacrise. L'attitude d'Arthur envers Merlin est assez caractéristique de la gestion traditionnelle de compétences jugées incongrues en entreprise. On sait intuitivement qu'on en a besoin, mais finalement on achoppe à les gérer. C'est par exemple typiquement le cas pour la gestion de l'activité de recherche ou de l'activité de veille. On sait qu'on en a besoin, mais c'est totalement incongru. Ces deux activités sont à mener sur un temps long, ne peuvent pas avoir un retour sur investissement prévisible et tangible. Alors comment les gérer ? Les entreprises françaises, aujourd'hui, dans leur grande majorité, ont choisi deux options. Soit les considérer comme totalement inadaptées au monde de l'entreprise et ne pas en tenir compte, soit les faire rentrer dans la norme sociale de l'entreprise en faisant de ces services ou de ces personnes des êtres comme Merlin, c'est-à-dire en niant leur spécificité et leur singularité. Par exemple, elles vont introduire du contrôle avec des plannings projets, des objectifs de délivrables sur des activités qui par nature ne peuvent pas être prévues. Ce faisant, comme Arthur, ces organisations passent à côté d'idées nouvelles, d'intuitions qui pourraient leur permettre de se renouveler et d'évoluer en situation de permacrise. Il en est de même d'ailleurs pour certains profils de personnel, comme ce que l'on appelle les personnes à haut potentiel intellectuel ou haut potentiel émotionnel. L'organisation ne parvient pas à les intégrer car ils ne rentrent pas dans la norme sociale, dans les instruments de gestion, dans le cadrage de l'organisation. Face à ce type d'activité ou de personnes, l'entreprise ou le manager se trouve déstabilisé, surtout en situation de crise. En situation de crise, effectivement, il faut agir vite et efficacement. Comment alors gérer des activités ou des personnes hors normes et qui vont peut-être apporter
des choses au collectif, mais sur le long terme. Surtout quand au même moment, les autres qui sont dans la norme agissent sur le court terme et selon les critères de performance définis. C'est clairement très compliqué. Comment faire comprendre et accepter qu'il y aurait un traitement différent pour ces activités ou ces personnes, entre guillemets, incongrues? C'est un équilibre délicat à établir et difficile à manager. Ne pas mobiliser l'incongru, voire le nier en contexte de permacrise est une erreur, car cela empêche d'ouvrir de nouveaux possibles et ainsi de dépasser la crise. Mais en tenir compte et l'accepter nécessite un management spécifique. D'abord, il faut être capable de comprendre l'apport de cette activité et de ces personnes pour l'organisation. Il y a donc, en premier lieu, une étape de prise de conscience que ce que l'on considérait comme la normalité n'est pas immuable. Ensuite, il y a la nécessité d'être capable d'expliquer aux équipes l'importance et la place et le rôle de cette activité ou personne pour le service ou l'organisation. Il convient également que les activités ou là où les personnes acceptent cette place qui leur est accordée et soient capables de l'expliquer et de montrer ce qu'ils apportent au collectif. Le manager ou l'entreprise peut certes accompagner l'activité ou la personne sur ce point, mais si on veut que l'incongru contribue à l'action collective, il faut aussi que l'activité ou la personne soit capable d'identifier et de formuler comment elles peuvent contribuer et comment leur singularité est utile à l'organisation. Sur ce point, Merlin comme Arthur ont échoué. Merlin n'a pas su se dire. Il s'est dit que c'était évident, qu'il n'avait pas à expliquer aux autres, que cela n'était pas important. La conséquence est qu'il a très vite été critiqué. Arthur, quant à lui, n'a pas su affirmer la différence de Merlin et l'intérêt de cette différence. Il a cru aider Merlin en le faisant rentrer dans le moule. Ce n'est que lorsque les valeurs profondes de chevalerie sont attaquées que Arthur comprend vraiment l'importance de valoriser Merlin. Les deux parties se sont enfermées dans l'incompréhension mutuelle en ne voulant pas se blesser l'un l'autre. Et non seulement ils en ont souffert tous les deux, mais le royaume en a également lourdement pâti, comme l'action collective a mené. En conclusion, comme Merlin, manager l'incongru est délicat, en particulier en situation de permacrise. Cela nécessite de garder suffisamment l'esprit ouvert pour entrevoir les nouveaux possibles. Cela nécessite également d'être capable de faire comprendre l'apport de la singularité. Et enfin, cela nécessite que celui qui incarne l'incongru fasse l'effort de formuler et d'expliquer son apport et sa posture. C'est difficile, mais c'est particulièrement important pour dépasser la crise et ouvrir de nouveaux horizons. J'arrête ici cet épisode, je vous remercie pour votre écoute. Bien entendu, si ces podcasts vous intéressent, n'hésitez pas à les partager, à les liker ou à m'écrire. Si vous avez également des témoignages à partager sur ces sujets managériaux, vous pouvez commenter sous les vidéos ou également m'écrire. En attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode intitulé « Veiller à l'harmonie en situation de crise », Bohort de Gaulle. Ce podcast est disponible sur Amazon Music et YouTube.